Pour évoquer cet acte 24 des Gilets jaunes, nous sommes avec Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. À vos côtés, Geoffrey Bollé, directeur de cabinet Les Patriotes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Geoffrey Bollé, comment est-ce que vous avez accueilli les annonces d'Emmanuel Macron? Est-ce que, selon vous, le chef de l'État a répondu aux principales revendications des Gilets jaunes? Non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, c'est assez marquant parce qu'il n'a, pour ainsi dire, rien annoncé. D'habitude, il fait toujours semblant de dire quelque chose, d'exagérer et de faux, mais peu importe, là, il n'a même pas fait semblant, il n'a rien annoncé, et pour une raison très simple, c'est qu'il est confronté, comme les Gilets jaunes et leurs revendications, au mur de l'Europe. De toute façon, rien ne peut changer en France, d'un point de vue économique, social, environnemental, tant que l'on reste dans l'Union européenne, et cette réalité, elle explique la situation de blocage d'aujourd'hui. Les Gilets jaunes, après 24 actes de mobilisation, n'ont toujours rien obtenu ou quasiment rien. Mais il n'y a pas que ça. En réalité, si on remonte avant, à chaque élection, des gens se présentent en promettant le changement et le changement n'arrive jamais. Et pour une raison très simple, parce que nous ne maîtrisons plus nos grandes politiques, que ce soit économiques, sociales, environnementales, et que pour retrouver les leviers d'action et donc la capacité de changement, il faut sortir de l'Union européenne. Et ce mur de l'Europe auquel donc Macron s'est confronté, auquel les Gilets jaunes malheureusement sont confrontés aussi, et aujourd'hui est symbolisé, puisque j'ai vu que les Gilets jaunes manifestent à Strasbourg. C'est un beau symbole, effectivement, avec des Gilets jaunes ailleurs en provenance de toute l'Europe, parce que l'Europe est bien le cœur du problème. Et il va y avoir des élections européennes bientôt, donc il faut offrir une issue politique, on y reviendra peut-être, et c'est ce que les Patriotes font en proposant la sortie de l'Union européenne, et notamment aux élections européennes. Voilà, c'est un moyen d'exprimer cette voix qui est indispensable pour aller vers le véritable changement. Gamal Abina, c'est votre sentiment aussi? Aucune annonce n'est finalement à retenir de la part du chef de l'État. Il n'a rien annoncé. Non, c'est pas vrai. Il a annoncé les choses, évidemment. Faut pas exagérer. Qu'est-ce qui a retenu votre attention alors très concrètement? Ce qui a retenu, c'est la suppression de l'ENA, ce qui n'est pas forcément demandé, mais il a compris qu'il y a un problème de reproduction d'élite en France, que ça gêne ces Gilets jaunes, effectivement, je les comprends. Ensuite, il a annoncé l'histoire des retraites à 1 000 €, il a annoncé les classes à 24 élèves, il y a tout un tas de dispositifs sociaux qui ont été plus ou moins annoncés. Ensuite, la question, c'est amusant d'ailleurs d'entendre à l'instant, de vous entendre dire que c'est l'Europe le problème. C'est pas l'Europe le problème, ça c'est faux, totalement faux. La solution n'est pas de sortir de l'Europe, la solution c'est de maîtriser sa dette. Et en l'occurrence, quand vous dites que vous allez aux européennes pour lutter contre l'Europe, c'est un paradoxe que j'ai mal à identifier. Alors attendez, on va terminer avec Gamal Abina. Après, on va aller sur le terrain des idées. Donc par rapport à la question, moi si vous me dites pourquoi la France est surendettée à hauteur de 2300 milliards d'euros, pourquoi elle continue à rembourser un intérêt de la dette alors que les comptes de l'État, s'il n'y a pas d'intérêt de la dette, sont équilibrés, et si vous avez une solution concrète là-dessus, on peut discuter de choses sérieuses. L'Europe ne donne pas les leviers de l'endettement de la France. L'Europe ne met pas la France sous tutelle pour des raisons économiques. La problématique première des comptes de l'État, des difficultés de Macron à pouvoir satisfaire la demande des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Geoffrey Bollé, vous répondez, mais vraiment en quelques instants, parce que là on est très sur les élections européennes et je voudrais qu'on reste davantage, si vous le voulez bien, sur cet acte. Je réponds juste donc en un mot, mais donc si pour vous l'euro, la monnaie unique, la Banque centrale européenne, les grandes orientations économiques de la Commission n'ont pas d'incidence sur la politique économique de la France, alors je pense que c'est vous qui n'avez rien compris. Évidemment que tout est lié à l'Europe, et si nous avons une dette très importante, c'est notamment parce que nous n'avons pas de croissance, et pourquoi nous n'avons pas de croissance, ou si peu, c'est parce que nous avons une monnaie, par exemple, totalement inadaptée à notre économie. Donc il y a évidemment un lien direct et complet, vous ne pouvez pas dissocier les deux, que ce soit la dette, l'économie, le social. Toutes nos politiques sont liées en tout ou partie à l'Union européenne. Donc si vous voulez réellement agir, il faut retrouver les capacités d'agir, les leviers d'action et donc sortir de l'Union européenne. Alors juste pour répondre sur la question de la monnaie, s'il n'y avait pas la monnaie européenne pour protéger la France du prix du pétrole, par exemple... Non, mais je ne considère pas du tout que l'euro protège la France. L'euro expose la France à bien des dangers. Je vous ai laissé parler pour dire plusieurs idées que vous avez développées. Je vais répondre à vos idées. Donc l'euro protège la France du coût de l'importation d'énergie, ça c'est une chose. Deuxième chose, je ne vois pas le rapport entre le problème de l'euro qui serait mal adapté pour les Français et la réussite économique. L'Allemagne est en croissance et l'Allemagne est une super exportatrice de produits manufacturés. Donc l'euro est adapté à l'Allemagne. Voilà, c'est tout, monsieur. Bien. Et le FMI le dit. L'euro est surévalué pour la France et sous-évalué pour l'Allemagne. Donc évidemment, c'est adapté pour l'Allemagne. Oui, donc l'Allemagne aspire notre économie. Je crois que monsieur Sapir, sur ce plateau, qui vient souvent, explique bien les choses. L'euro est taillé pour l'Allemagne, n'est pas taillé pour la France. C'est la France et l'Allemagne qui ont l'euro. Maintenant, messieurs, on a parlé là du scrutin européen. C'est dans un mois. Très intéressant. C'est dans un mois. Aujourd'hui, nous sommes à cet acte 24 des Gilets jaunes. C'était il y a 2 jours, donc ces annonces d'Emmanuel Macron qui a tenu une grande conférence de presse, plus de 2h30. C'était d'ailleurs la première fois qu'il s'adressait directement à des journalistes. Sur la forme, qu'est-ce que vous en avez retenu de cet exercice auquel se sont confrontés ses prédécesseurs? Est-ce qu'il a réussi à convaincre? Comment l'avez-vous vu sur la forme? Sur la forme, pas du tout. Il a voulu imiter le général de Gaulle, mais enfin voilà, n'est pas le général de Gaulle qui veut.
Et non, en fait, il a endormi tout le monde. C'était très long. Très compliqué, toujours de ces tournures de phrases abstraites, finalement on ne comprend rien, et je l'ai dit, il a quasiment rien annoncé. Donc vous avez identifié quelques micro-mesures, mais rien qui soit de nature à changer le quotidien des Français. Que dire alors de cette baisse significative des impôts, puisque c'était quand même c'était du brassage de vent sur la forme, comme sur le fond. C'était quand même une des demandes aussi des Gilets jaunes, je crois pas que la suppression de l'ENA en tant que telle fasse partie des demandes des Gilets jaunes. Moi, je crois, alors moi je voudrais qu'on s'intéresse à la baisse significative des impôts, si vous me laissez terminer. Oui, sur la baisse significative des impôts, en tout cas, elle a été présentée comme telle du côté de l'exécutif. Évidemment, l'impôt sur le revenu avec cette réduction annoncée autour finalement de 5 milliards d'euros. Ce sont 15 millions de foyers fiscaux qui seraient concernés. Gamel, Amina, comment est-ce que vous voyez cette mesure? C'est une non-mesure? Vous savez, les choses sont claires. Il n'a pas d'argent pour financer les comptes de l'État. Il ne peut pas baisser l'imposition. Il va faire des espèces d'effets d'annonce pour donner le sentiment qu'il baissera un peu la pression fiscale. Mais la réalité de M. Macron, bon, au-delà du fait qu'il voudrait imiter De Gaulle, j'y crois pas du tout. Hein, mais bon, la réalité, c'est que les deux priorités que les Gilets jaunes avaient proposées, avaient demandé, c'était le RIC, que lui a transformé en RIP. Alors on va traduire en 2 minutes ce que c'est que le RIP. Et ensuite et surtout la question de ces privilèges qui sont accordés aux grands bourgeois, aux grands riches qui eux ne paient pas d'impôts, l'ISF. Et là il a dit non, il a reculé sur 2 points. Il a dit hors de question. Il a dit que ce serait évalué en 2020 et qu'il prendrait alors une décision. Non, ça veut dire dans un an on a le temps d'endormir tout le monde. La question qui se pose c'est quoi? RIC et RIP. C'est quoi la question vraiment fondamentale? L'ENA n'est pas anodine. Je comprends qu'il ait parlé de l'ENA parce qu'il veut donner le sentiment qu'il va moins privilégier cette espèce de reproduction d'élite et de classe qui a été formé par De Gaulle, pour le coup, d'ailleurs c'était une grave erreur de sa part, où il a créé une haute école d'administration destinée, il croyait, à la population, mais qui a été destinée finalement qu'à la grande bourgeoisie, parce qu'il faut des moyens pour entrer dans l'ENA, ça coûte cher, c'est difficile à gérer, c'est un long parcours du combattant, et en règle générale, la fils d'ouvrier n'y va pas. Alors quel lien est-ce que vous faites très rapidement alors, avec le RIC, c'est quoi? C'est un référendum d'initiative citoyenne qui serait déclenché par les citoyens à hauteur de 700 000 signatures pour qu'on obtienne quoi? Que les gouvernants qui nous dirigent, donc ceux qui sont censés nous représenter, puisqu'on parle de système représentatif, parlementaire, puissent soit faire leur travail normalement en tenant leur parole, soit être évincés. C'est une façon de révoquer les gens, au moins d'influencer la politique. Ce qui est normal, on appelle ça la vraie démocratie. Le RIP, c'est le référendum d'initiative partagée entre qui et qui? Entre les élus, 185 députés du corps électoral. Donc, d'ailleurs, il a parlé de baisser le nombre de députés, ce qui serait une très bonne chose pour le coup, parce que ça coûterait moins cher à l'État. Bref, 185 d'un côté, donc ils ont toujours ce pouvoir important, 20% du Parlement. Et de l'autre côté, il faudrait qu'il y ait 4,5 millions de signataires. Alors Macron a dit, on va baisser à 1 million. C'est la réforme qu'il propose. Sauf que pour atteindre 1 million de personnes qui vont peut-être atteindre ce chiffre pour pouvoir déclencher ce RIP et ensuite demander aux parlementaires qu'ils les suivent et, comme on partage le pouvoir, qu'ils acceptent. C'est une lecture, puis 2 lectures, puis 3 lectures, ça n'arrête jamais. Donc il n'y a aucune possibilité de pression sur les gouvernants. Le problème de la question qui se pose d'ailleurs on l'entend bien chez les Gilets jaunes, c'est la question de la vraie démocratie, à savoir quand vous ne vous plaisez pas, vous ne vous accrochez pas pendant 5 ans au pouvoir. Geoffrey Bollée, sur cette question du RIP, ça n'est pas la bonne solution. Il faut mettre complètement de côté les parlementaires et que cette possibilité de faire référendum soit uniquement donnée aux Français. Il ne faut pas un RIP, il faut un RIC. Et d'ailleurs, il y a eu une grosse escroquerie dans la bouche d'Emmanuel Macron lorsqu'il a parlé de ce RIP sauce Macron, soi-disant facilité avec 1 million de signatures pour le déclencher. Sauf que c'est pour déclencher quoi? Pour déclencher le droit de faire étudier la pétition ou le projet de loi par le Parlement. Mais un référendum, c'est pas ça. Un référendum, c'est la consultation du peuple. Point. Donc il faut un référendum d'initiative citoyenne, mais total, c'est-à-dire sans verrou ni sans intermédiaire parlementaire, où on peut débattre sur le seuil, mais je pense que 1% du seuil du corps électoral, c'est largement suffisant. Les Français s'accordent donc sur une pétition, un projet de loi, et ensuite c'est directement soumis au suffrage de leurs concitoyens. Il n'y a que ça qui serait un acte démocratique authentique. Le RIP, c'est vraiment de l'enfumage. Il est revenu aussi sur un changement de méthode. Il a mis ça en avant. Ce sont un peu les termes qu'on entend du côté de l'exécutif. Il s'est engagé donc à changer de méthode en impliquant dans la transformation du pays donc à la fois les citoyens, les élus, les partenaires sociaux, des citoyens qui seraient davantage impliqués dans la transition écologique avec une assemblée citoyenne. Est-ce que ce sont des mesures qui vont dans le sens d'une demande davantage de démocratie directe? Pas du tout. On embrouille tout. On recrée des comités divers et variés. C'est n'importe quoi. J'ai même entendu on va faire un comité de défense de l'environnement. C'est-à-dire voilà, plus on est
est faible, parce que je rappelle que le président de la République n'a pas été capable, par exemple, d'interdire le glyphosate en France, empêché là aussi par l'Union européenne. Et donc, à côté de ça, voilà, moins on a la capacité d'agir, plus on se gonfle de mots, de structures, c'est absolument ridicule. Non, si on veut mettre les gens, associer les gens, les Français, les citoyens aux décisions, il n'y a pas 36 000 méthodes. Ça s'appelle les élections, ça s'appelle les référendums. Et encore une fois, la mesure centrale, ça aurait été le référendum d'initiative citoyenne. Et à cela, Emmanuel Macron a dit non. Mais pour parler un tout dernier mot, Gabriel Abina. Oui, très concrètement. Le problème de la démocratie en France, c'est que le peuple n'a plus de moyens de pression sur les élus. On voit bien que quand ils sont poursuivis, ils ne sont jamais condamnés, ou quand ils sont condamnés, ils n'exécutent pas leur peine. Bref, c'est une succession comme ça d'arnaques qui font que le sentiment général, c'est que le peuple subit des pressions permanentes. Ça fait quand même 40 ans qu'ils voient qu'une détresse économique s'installe durablement et qu'ils ont peur pour leurs enfants, même plus pour eux aujourd'hui. Et l'autre question qui se pose, c'est de savoir est-ce que oui ou non Emmanuel Macron a le pouvoir de pouvoir changer les choses. Il arrive sur une succession d'échecs économiques auxquels il doit trouver des solutions qui n'existent pas. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas de savoir si on sort de l'Europe, c'est pas ça. La question, juste pour finir, elle est franco-française. Qu'est-ce que peut faire Macron avec les moyens qui lui restent pour pouvoir trouver une solution? Et moi, j'ai une solution qui existe, concrètement, très court. Il suffit juste qu'il travaille avec le sud de la Méditerranée, qu'il fasse une sorte de comme l'Europe, une sorte de grande dynamique économique pour partager la richesse et faire en sorte de recréer de la fiscalité par l'entreprise. Bon, Geoffrey Bollée, vous ne semblez pas aller dans ce sens-là. On reviendra, évidemment, ce sera peut-être l'occasion d'un prochain débat. Merci à tous les deux, messieurs. Gabriel Abina, je rappelle que vous êtes cofondateur du mouvement des droits civiques. Geoffrey Bollée, directeur de cabinet Les Patriotes. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.